Il existe plusieurs façons de soumettre une personne. Pour la plupart des gens, l'autorité et la menace suffisent. Si cette personne est intelligente et cultivée, il faut la convaincre que prêter du sens à un jargon incompréhensible lui permettra d'accéder à une connaissance suprême. Partir en quête d'une vérité cachée, inaccessible au commun des mortels, que seul un petit nombre d'individus seraient en mesure d'appréhender, au prix d'un rituel long, pénible et coûteux. Le prix à payer pour faire partie d'une élite. Moi, je suis en psychanalyse lourde, 3 heures par semaine. Les psychanalystes sont omniprésents dans les médias français où des personnalités leur font une publicité sans relâche. Les journalistes les convient à donner leur avis sur tout, persuadés que la pratique du divan leur donne une prescience sur les ressorts de l'âme humaine. Le plus célèbre psychanalyste du PAF, Gérard Miller. Les psychanalystes impressionnent par leur maîtrise du langage, leur référence culturelle et l'emploi d'un jargon hermétique qui sidère leur interlocuteur. Les psychanalystes parlent le psychanalyste, une langue obscure pour le profane qui se dit « je n'ai rien compris donc ça doit être très intelligent ». Je trouve étrange qu'une corporation aussi influente soit aussi hermétique pour la population. C'est pourquoi j'ai mené une enquête motivée par une question centrale. Où en sont les psychanalystes aujourd'hui de leur théorie et de leur pratique? Qu'ont-ils fait de l'héritage de Freud et Lacan face aux découvertes des sciences et l'évolution des mœurs d'une société profondément différente de l'époque victorienne où sont nées les théories freudiennes? Je pars du principe que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Le but de mon travail est d'amener les psychanalystes à décoder leurs théories et leurs pratiques afin qu'elles soient compréhensibles pour chacun d'entre nous. Or, avant de se positionner comme une thérapie de l'esprit, la psychanalyse est d'abord une théorie sexuelle, très étrange mais très structurée. Ce que Freud dit, c'est que la vie psychique est en conflit permanent du fait de la sexualité. Il n'y a pas de sexualité harmonieuse, hein. Il n'y a que une sexualité boiteuse, pourrait-on dire, à l'image d'Oedipe, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui boite. Le refoulement, c'est quelque chose qui est tout à fait important parce que la sexualité humaine, elle est de l'ordre de l'excès. On ne pourrait pas se laisser envahir par les pulsions sexuelles. Et le moi, si vous voulez, est obligé de se défendre de ces pulsions sexuelles. Parce que le désir est non seulement un désir d'inceste, oui, il est fondamentalement un désir d'inceste, mais il est aussi un désir de destruction, un désir d'esclavagisation, un désir d'incorporation, parce que, disons, à l'horizon de la jouissance humaine, de ce qui fait jouir un être humain depuis la naissance, il y a une part de cette jouissance qui est fondamentalement nocive et qui cherche à se satisfaire. Pour Freud, les pulsions sexuelles sont quand même des pulsions qui sont de l'ordre du cannibalisme, de l'inceste, du meurtre. Cette vision de la sexualité charpente la clinique psychiatrique des psychanalystes et leur compréhension du développement de l'enfant. J'ai découvert qu'en dépit de leurs innombrables querelles de chapelle, ils se reconnaissent entre eux comme psychanalystes à travers l'adhésion à une poignée de concepts sexuels qui servent de fondation à toutes leurs théories. Que raconte cette théorie sexuelle? Pour le savoir, j'ai filmé 18 psychanalystes freudiens et lacaniens, ainsi qu'un pédiatre très inspiré par le courant lacanien. La plupart sont écrivains et enseignent aux futurs psychanalystes. Ils ont la double étiquette de psychologue ou psychiatre, ce qui leur permet de diffuser la psychanalyse dans les universités de psychologie et les facultés de médecine. En parallèle à leur pratique privée, ils exercent dans des hôpitaux psychiatriques ou des établissements médico-sociaux. Je leur ai demandé d'expliquer leur vision de la sexualité et des rapports hommes-femmes, en assumant la dimension politiquement très incorrecte de leur théorie. C'est la première fois qu'un tel événement se produit devant une caméra. L'inconscient dans ses productions est plutôt une machine qui tourne autour du phallus, une machine phallique. La libido est considérée comme une énergie active, c'est-à-dire quelque chose qui prend l'individu et le pousse à s'engager dans le monde. Qu'on soit petit garçon ou petite fille, la chose qui apparaît comme évidente sur le corps, c'est là il y a un truc qui dépasse, le phallus, et là il n'y en a pas. La seule explication qu'il se donne tout de suite, c'est qu'il ne voit pas de phallus sur le corps d'une femme, ils en voient un sur le corps d'un enfant. Du coup, c'est le phallus qui devient quelque part la norme dans les questions de sexualité. Le seul organe qui compte, c'est l'organe mâle. La petite fille qui veut pisser debout témoigne de cette manière aussi du primat du phallus. Moi aussi, je veux pisser debout.
Moi aussi, je peux le faire debout. Moi aussi, je peux être debout et non pas baissé, debout et non pas accroupi. Le pouvoir appartient à ceux qui ne se dressent pas, à ceux qui se baissent. Sa vie va être bâtie là-dessus. Femme phallique. La question du phallique a à voir avec un imaginaire de puissance qui est accordé à ce que la théorie psychanalytique a mis de l'avant comme faisant la différence des sexes. Le pénis est un organe visible et puis érectile. Comprenez, c'est pour ça qu'il a cette symbolisation de puissance. D'une certaine façon, le phallus représente l'acte sexuel dans sa réalisation potentielle. À savoir, pour qu'il y ait acte sexuel, il faut une érection, donc un pénis dressé. On considère que c'est le porteur de la pulsion, parce que lui, il va en avant, il est visible, le désir est visible. Mais on ne représente pas le sexe féminin, puisque de toute façon, il n'est pas visible. Donc ce que l'on représente, c'est la visibilité du sexe masculin, par le biais du symbole phallique. Le phallus, c'est un emblème. C'est le pouvoir représenté. C'est une érection permanente. Il n'y a pas de détumescence du phallus. Le phallus est dressé, en érection, érigé. On lui rend un culte. C'est un dieu. La psychanalyse, c'est une question d'hygiène mentale. Tu vois quelqu'un, toi? Ma femme commence à me faire chier. Je pense que je devrais refaire une tranche. La psychanalyse, c'est un voyage intérieur. Elle a une dimension libératrice. T'as pas de psy? T'as un problème. Freud va beaucoup insister sur la nécessité pour une fille d'intégrer, enfin de prendre en soi également un modèle phallique masculin, parce qu'autrement elle n'aura pas de quoi comprendre, elle ne pourra pas affirmer son goût de savoir. Et par exemple, Freud conseille à ses collègues psychanalystes, femmes, qu'ils n'ont qu'à utiliser leur part masculine, même pour savoir ce qu'est le féminin. La jouissance féminine reste tout au long de la vie, à titre de déclencheur ou même à titre complet, clitoridienne, c'est-à-dire phallique. Parce que comme Freud dit, la petite fille est un petit homme. Il n'y a pas de fille qui se coupe de sa masculinité. Les filles sont d'abord des garçons. Je veux dire, voilà. Hein. Et je veux dire, c'est pour la vie durant qu'il y a cette part active du côté féminin. Ce qui est actif, c'est forcément masculin. Je répète ou... Il n'y a rien de plus authentiquement femme qu'une femme qui s'approche au plus près du masculin. Hein, parce que effectivement, le corps de la femme est phallique. Il n'y a pas plus beau phallus que la femme. Au fondement de cette théorie sexuelle, Freud projette sur les femmes son propre complexe du vestiaire. Ça commence mal. Si vous voulez, cette valorisation du pénis qui fait que le clitoris avec lequel une petite fille peut se donner du plaisir
et dévalorisée. Elle peut même abandonner sa masturbation clitoridienne parce que c'est rien du tout, c'est un petit machin de rien du tout. Je laisse Freud parler à ma place et parler du psychisme. J'ai l'impression qu'il parle de moi en plus. C'est d'abord ce que l'on voit, que l'on désire, hein, et ce que l'on ne voit pas n'est pas vécu comme quelque chose de désirable. Mais la vulve, c'est pas quelque chose d'invisible, hein? C'est pas quelque chose d'invisible, mais c'est pas quelque chose qui en même temps est proéminent, comme le sexe masculin. Donc il y a... Une petite fille, elle a des sensations internes. Tout à fait, absolument. Mais son sexe n'est pas vécu comme quelque chose qui lui donne un plus. Il y a là un plus par rapport à un moins. Il y a des femmes qui désirent être un homme, qui désirent porter le phallus. Certaines femmes font l'homme. Et je crois qu'être un homme et être une femme, ça ne représente rien. Ce n'est pas votre corps qui fait que vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes peut-être un homme. Vous savez, il suffit de voir maintenant les athlètes. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Tous les psys ne sont heureusement pas à l'image des psychanalystes freudo-lacaniens orthodoxes. Il existe d'excellents thérapeutes dont le travail quotidien permet à de nombreuses personnes de rester debout. Mais il est important d'être vigilant. Aller voir quelqu'un pour parler de soi est la base de toute relation psychothérapeutique. Se raconter pour dénouer les fils emmêlés de son existence est très bénéfique et peut sauver une vie. Si la psychanalyse se résumait à cela, elle ne poserait aucun problème. Mais elle serait profondément différente de ce qu'elle est en réalité. Un musée vivant en droite ligne de l'ère victorienne, plaqué sur le vécu des analysants. Je me suis aperçue que énormément de jeunes femmes qui n'arrivaient pas à se trouver un conjoint stable étaient phalliquement lourdes. Alors, la première lourdeur d'une femme, c'est d'être complètement autonome financièrement, de n'avoir besoin en rien d'un homme. Donc, déjà sur le plan portefeuille et sa carrière d'homme, il n'a aucun poids phallique. Donc ça veut dire que gagner de l'argent, avoir une carrière, c'est être phallique. Ah, ça c'est phallique. C'est même la définition de la phallicité. Donc automatiquement, une femme, elle ne peut pas être femme et mener une carrière et gagner de l'argent. Automatiquement, il y a un hiatus entre les deux. En tout cas, elle devient une femme à phallicité lourde, pesante. Si elle est belle, c'est pire. Parce que la beauté, c'est phallique aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la beauté, c'est phallique? Ah, parce que c'est quelque chose qui a une valeur. Quand même, tout le monde admire, tout le monde... Elle peut s'en servir. Hein. Ce n'est pas son manque. Tout ça n'est pas du côté du manque. Mais qu'est-ce que je fous là? Bonjour. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène? Je sais pas. En fait, je pense que je me suis trompée. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne suis pas sûre d'avoir poussé la bonne porte, en fait. Et vous? Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas vraiment de problème. Mais j'ai du mal à faire des choix. Je suis censée dire tout ce qu'il me passe par la tête, c'est ça? Vous êtes libre de tout dire. Tous ces gens ne peuvent pas se tromper.
Alors la petite fille phallique va être très garçon manqué. C'est là qu'on voit évidemment cette envie du pénis, avoir les mêmes avantages que les garçons, qui peuvent faire beaucoup plus de choses, qui ont l'air plus forts, à qui on demande de faire des performances. Le pénis-nide, hein, c'est-à-dire le désir d'avoir le pénis, le désir d'être un homme, c'est-à-dire de volonté d'être un homme, hein, ou de pas accepter le fait d'être du côté du féminin. Bien sûr que ça peut paraître daté. Ce serait ma première réponse. La deuxième, c'est que pour certaines femmes, c'est quelque chose qui peut très bien rester d'actualité dans leur réalité psychique. Ce sont des concepts qui restent effectivement extrêmement importants. Parce qu'encore vrai, ça peut être par exemple une femme qui va être soit dans quelque chose d'une position phallique qui peut être extrêmement, soit dans les vêtements, soit très intellectuelle. L'envie du pénis, c'est pas forcément d'être un homme, c'est d'avoir les mêmes avantages qu'un homme, c'est d'avoir les mêmes pouvoirs qu'un homme, c'est aussi dans la négation de la différence des sexes. Pour Freud, les choses étaient très claires. Le fait d'avoir un pénis faisait que l'homme était représentant de la morale, de l'ordre social. La morale. Enfin, il y avait une équation. Ce que j'ai cherché à comprendre, c'est quelle est la relation entre le fait d'avoir un pénis et le fait de représenter la raison, la conscience, la raison, l'ordre. Le fait d'avoir un pénis vous met du côté de la masculinité, donc vous fait entrer dans l'ordre des pères, et à partir de ce moment-là, dans une culture comme la nôtre, les pères sont les garants de la loi. Ces notions-là, pour vous, elles sont anthropologiques ou elles sont culturelles? Elles sont psychanalytiques. Hein. Quand je suis une petite fille, je dis chouette, mais alors, ce que je n'ai pas là, ça va pousser. Moi aussi, je vais avoir un pénis, ça va être chouette. Et quand je suis une femme, et que je suis là dans cette sorte de recherche éperdue de cet objet que malheureusement je n'ai pas eu, eh bien ça va me conduire à faire les soldes. Dans le monde d'Aldo Naouri, les hommes ne font jamais les soldes. Freud parle d'envie du pénis quand il constate ce mouvement de désir pour la petite fille vis-à-vis de cet organe qu'elle n'a pas. Cette envie du pénis, ensuite, devient une envie du pénis beaucoup plus élaborée, dans la mesure où, dans la sexualité féminine, cela représente le désir qu'une femme peut avoir du pénis de l'homme, d'être pénétrée par ce pénis, ou de le voir, justement, érigé pour elle. Il y a une équivalence entre le désir d'être un homme et le désir de recevoir le sexe d'un homme, d'avoir un rapport sexuel en tant que femme avec un homme. C'est pas une équivalence. Ce sont deux notions a priori totalement opposées. C'est ça, ce sont deux temps différents de son évolution sexuelle. Avoir un pénis pour soi à avoir un pénis en soi. Exactement. Et ça, c'est un mouvement, un saut qualitatif considérable. Est-ce qu'avoir un pénis pour soi et avoir un pénis en soi sont deux choses équivalentes? Ça inscrit en tout cas les choses dans le registre de l'avoir ou pas. Qu'on veuille l'avoir pour être comme ou en soi, on est dans le même registre. Il y a des tas de femmes aujourd'hui qui pourraient vous dire « mais moi je suis très bien dans ma peau de femme ». Je suis bien dans ma peau jusqu'à un certain point. Et que, en effet, l'envers du « je suis bien dans ma peau et j'ai telle revendication » et nous n'avons pas encore rattrapé l'égalité et nous n'en sommes pas encore à l'égalité des droits, des statuts, des rémunérations et même au-delà, on n'en est pas encore à savoir ce qu'est la position féminine. Quand elles sont fières, c'est un retournement de dire « je suis fière de mon vagin », c'est une sorte de manière de retourner la valorisation. Une femme qui exprime son désir, qui est positive, qui va vers les hommes, elle a un comportement masculin? Écoutez, oui, ça c'est un comportement, la drague c'est un comportement de mec, c'est un comportement de conquérant. Bon, les femmes qui se conduisent comme ça, ce sont des femmes viriles, ce sont des femmes qui sont un peu, qui restent encore dans l'envie du pénis. À l'origine, les deux sexes développèrent un organe sexuel mâle et peut-être les choses en vinrent-elles à un gigantesque combat dont l'issue devait décider du sexe auquel incomberaient les souffrances, les devoirs de la maternité et la soumission passive à la génitalité.
Ce fut alors le sexe féminin qui, dans ce combat, fut vaincu. Les femmes conservent dans leur inconscient le souvenir de cet échec cuisant, dont les combats de nos émancipés en sont aujourd'hui la manifestation. Il y a une notion aussi qui n'est pas du tout évidente. La notion d'envie du pénis cache un désir de destruction, un désir de vengeance, une jalousie haineuse, un désir de destruction. Est-ce que ça vous parle, vous, en tant que psychanalyste aujourd'hui? On associe souvent la notion de pénis à la notion de pouvoir. Et tout pouvoir est toujours destructeur de l'autre. C'est-à-dire que ça se transforme dans le fond en caractère. Une espèce d'envieuse, comme cela, à qui il manque toujours un petit quelque chose, précisément, hein, et qui est comme ça dans une espèce d'avidité de récrimination qui éventuellement rend la personne un peu pénible, il faut bien le dire. Ça produit quelque chose de l'ordre de... Oui, c'est ça, de la rage, quoi, d'un désir de destruction. Le terme envie, ça suppose en termes psychanalytiques un désir de destruction, un désir de vengeance. Oui. Contre le pénis et les porteurs du pénis qu'elles n'ont pas reçu à la naissance. Les femmes seraient dominées par une jalousie viscérale à l'égard... Haineuse, cette jalousie haineuse, oui. Bonjour. Je ne sais pas par quoi commencer. Et si vous commenciez par votre enfance? Tout dire. J'ai grandi en région parisienne. Mes parents sont profs. Ça fait bizarre de parler à quelqu'un qu'on ne voit même pas. C'est difficile de se raconter à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Continuez, je vous écoute. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'échec, c'est l'échec. Ce bout de plastique ne vous permet pas de mesurer l'importance de votre engagement. La psychanalyse, ça consiste toujours à avoir le conflit. C'est que la fille, elle en veut beaucoup à sa mère de ne pas lui avoir donné le pénis. Mais finalement, c'est pas elle qui va lui donner un vagin. Parce que ça ne se transmet pas, le féminin. Du côté de la mère, il y a toujours un énorme malentendu, un ravage entre la mère et la fille. Une fille reproche à sa mère de ne pas lui avoir transmis un certain savoir sur la féminité. Mais aucune mère ne peut le transmettre parce que ce savoir, elle ne l'a pas. Un antagonisme, c'est très positif. Moi, je crois qu'une petite fille, le féminin se trouve pas en identification à la mère, mais contre la mère. Pour une fille, de ressembler à sa mère, c'est un drame? Ah, mais c'est énorme. Pourquoi? Mais pour une raison simple, c'est qu'on a tous besoin d'avoir son identité propre. Je ne vais pas avoir d'existence personnelle, puisque je suis le clone de cette personne toute puissante, je ne serai jamais que sa sécrétion et je ne ferai que ce qu'elle voudra que je fasse. Je n'aurai pas d'autonomie, je n'aurai pas la possibilité de m'exprimer, je ne pourrai pas être moi, je ne pourrai pas réfléchir par moi-même. On pourrait imaginer que la fille dise « Chouette, ma mère est forte et toute puissante, mais en grandissant, je vais devenir aussi forte et toute puissante qu'elle. » Ah, mais ça c'est le meilleur des cas. Mais pour cela, il faudrait qu'elle n'eût point de trouille de sa mère toute puissante, comme tous les bébés ont. La trouille? Ben oui. Ben, puisque maman est toute puissante, j'ai la trouille. Les psychanalystes ont érigé en dogme des affirmations qui vont à l'encontre du bon sens et de ce qu'observent chaque jour les éthologues. Dans la nature, avoir une mère puissante signifie pour le petit une meilleure protection face aux dangers de l'existence, un meilleur accès à la nourriture, une place plus enviable dans la meute et la protection du groupe. Les petits mâles des femelles dominantes sont les futurs mâles dominants.
Je me sens parfois comme une guitare désaccordée. Ça se passait comment, exactement, entre vos parents? Ce jour-là, j'ai découvert que mon père... Parlez-moi de votre mère. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pourquoi il m'a dit ça? Est-ce que j'aurais dû réagir autrement? Pourquoi j'ai l'impression d'être prise au piège à chaque fois qu'on me demande mon avis? À quoi est-ce que ça vous fait penser? La patte du chien était On va prise s'arrêter dans là un pour piège. Mon cousin avait 7 ans. Je voulais sauver un... Il m'a sauté au visage et m'a mordu. J'étais terrifiée. Et ces mots vous font penser à quoi? Je me consolais, ma mère m'a grondée. Qu'est-ce qui vous retient de parler de votre père, Julie? Il ne suffit pas de dire, comme justement, on peut dire un certain nombre de féministes dans les années 20 qui ont commencé en disant bah alors, c'est clair que les petites filles aussi, elles ont des sensations. Elles ont des sensations vaginales, elles ont des trucs, donc elles ont un pénis qui est dedans. Ben non, c'est pas pareil. C'est pas simplement, il y a la même chose dedans. À l'un la zézette et à l'autre le zizi, non. À l'un la zézette et à l'autre le zizi, non. Que le féminin, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui, effectivement, fait peur. C'est ce qui est caché, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est informe. C'est ce qui est en relation avec la chair. C'est l'intérieur du corps. C'est là-dedans qu'il va falloir aller dans la relation sexuelle. Le pénis, on peut le dessiner, hein. Bon, le sexe féminin, c'est plus difficile. C'est une absence de sexe. C'est dévalorisé parce que ça n'existe pas. Le primat du phallus suppose qu'il n'y a pas d'équivalent chez la femme en termes de symbolisation. Le vagin, non. Il y a là quelque chose qui effectivement est une figure d'effroi, Méduse par exemple, qu'on retrouve comme ça de manière symbolique et déplacée dans des figures d'effroi et de terreur. L'image de la méduse, l'image de la gorgone, c'est souvent la vulve. Parce que c'est ça qui fait peur, c'est ça qui est informe, c'est ça qui est la porte d'entrée de quelque chose qui est inconnaissable, c'est-à-dire l'intérieur de ce corps féminin. C'est pas si fréquent d'entendre une femme parler de son sexe avec plaisir. Jacques Lacan eut une influence considérable sur la psychanalyse francophone. Ce psychanalyste charismatique a grandi dans un milieu conservateur, imprégné de catholicisme rigoriste. Il se destine tout d'abord à la prêtrise, mais il y renonce pour se former à la psychiatrie, puis à la psychanalyse. Il commence par imposer une relecture de Freud à une époque où plus personne ne le lisait. Puis il innove en théorisant l'influence des mères dans la survenue des psychoses. Obsédé par les femmes, Lacan va enraciner les valeurs de l'Église dans la théorie analytique, notamment l'idée selon laquelle le sexe féminin fait obstacle à la conscience et la raison. En pleine révolution sexuelle, Jacques Lacan fascine la jeunesse de 68 par des affirmations incantatoires telles que « la femme n'existe pas ». Le féminin n'a pas d'inscription dans l'inconscient. C'est qu'au niveau de l'inconscient, il n'y a pas de signifiant pour désigner le sexe de la femme. Il n'y a que le phallus, il n'y a que cet objet phallique. Donc le phallus devient effectivement le symbole de quoi? De tout langage. Ce pourquoi on en retrouve évidemment les premiers témoignages des sociétés primitives, c'est quoi? C'est des pierres dressées, c'est des totems, des machins qu'on plante qui font représentants du phallus et qui font finalement représentants de ce qu'est l'humanité en tant qu'elle se distingue de l'animalité, c'est-à-dire avec ça nous parlons. Mais alors comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu des déesses bien avant dans l'histoire de l'humanité? Quand les premiers humains de la préhistoire ont commencé à se représenter en tant qu'êtres humains, ils ont représenté des femmes et des sexes de femmes, des vulves. Toutes les grottes ornées du monde ont représenté des vulves bien avant de représenter des phallus, etc. Oui, mais ça n'a pas duré d'une certaine façon. Ça a duré 30 000 ans. Hein. En réalité, lorsque les humains de la préhistoire ont commencé à se représenter, ce sont des sexes de femmes qu'ils ont peints, gravés, sculptés dans la terre et la pierre, plusieurs dizaines de milliers d'années avant l'émergence des toutes premières représentations du sexe masculin. Du tablier de sapeur le plus cru aux représentations abstraites les plus stylisées, des milliers de figurines féminines ont été retrouvées sur les 5 continents. L'une des plus anciennes est située à l'endroit le plus reculé de la grotte Chauvet, comme l'autel d'une cathédrale de la préhistoire. Cette vulve a été peinte il y a plus de 35 000 ans.
quand l'enfant découvre le sexe de sa mère, il voit un trou. Parce que le sexe féminin est le seul sexe qui n'a pas de signifiant pour le désigner. Quand vous désignez les lèvres, le vagin, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est un trou, c'est un vide. Donc c'est le seul organe, je vais dire, qui n'a pas de signifiant propre. Il y a le tour, comme le pot, excusez-moi la métaphore, le pot entoure un vide. Mais la vulve, c'est insignifiant. C'est insignifiant, mais ce n'est pas le sexe. Hein. Le sexe, c'est bien, c'est le vide. C'est le vide. Le sexe, c'est bien, c'est le vide. C'est le vide. Il y a, pour les hommes et pour les femmes hystériques, une question qui est fondamentale, c'est comment jouit une femme? Comment? De quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme? Mais d'une certaine manière, hystériques, nous le sommes tous. Il n'y a pas de possibilité pour la femme d'avoir, disons, un mode de jouissance standard qui vaudrait pour toutes les femmes. L'idée qu'il y aurait des femmes qui auraient accès vraiment, qui sauraient vraiment faire jouir et qui sauraient elles-mêmes jouir, ce que c'est que la jouissance féminine. Dans le discours de Françoise Dolto, il y avait quelque chose comme une condamnation aussi implicite de la recherche de satisfaction sexuelle chez une femme. Si les femmes cherchaient moins peut-être quelque chose comme à plaire et être satisfaites sexuellement, peut-être effectivement s'ouvrirait à elles un monde intellectuel, peut-être jusqu'alors inconnu. Dans la différence des sexes, le désir d'une femme, c'est « désire-moi, donne-moi un sexe ». Dis-moi que mon sexe est désirable. C'est ça le désir d'une femme. Son désir, c'est vraiment d'être désirée, si elle est vraiment féminine. Vous voyez, la différence, ça ne veut pas dire pour ça qu'on est égaux. Du côté féminin, vous ne pensez pas qu'une femme peut désirer simplement sexuellement un homme avec son sexe de femme? Oui, quand elles font l'homme, elles jouent à ce jeu-là. Désirer un homme avec son sexe de femme, ça veut dire faire l'homme? Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Quand elles se m'aiment dans l'homme, elles peuvent aussi jouer ce jeu-là. Comment oser affirmer que la femme n'existe pas en pleine révolution sexuelle? Devant la jeunesse de 68, subjuguée par le discours hermétique de celui que beaucoup appellent le maître, Lacan développe le concept de pas-tout. La sexualité féminine serait pas toute phallique. Il semble ainsi accorder à la sexualité un versant spécifiquement féminin, mais au moyen d'une expression négative, un énoncé par défaut, lui refusant ainsi le droit d'être nommé en propre. Lorsque Lacan consent à prononcer le mot vagin, c'est nimbé du plus profond mépris. Rappelez-vous, la femme n'existe pas. Est-ce que c'est pas paradoxal pour une femme d'essayer d'aller mieux tout en ayant à admettre que la femme n'existe pas? La femme n'existe pas au sens de l'universel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'universel de la femme. Mais il y a un universel de l'homme. Oui, oui, oui. Comme dit Lacan dans cette belle expression, les femmes ont les 10 femmes. Il n'y a pas d'essence du féminin. Je veux dire par là que les femmes vont voir dans les magazines qu'est-ce que c'est qu'une femme. C'est ce qui fait le succès des magazines féminins, c'est qu'il faut voir quels sont les repères. La mascarade féminine, c'est l'usage du semblant. C'est-à-dire, c'est tout ce qui fait les talons. Le semblant de féminité. Le semblant de la féminité, n'est-ce pas? Je suppose que la féminité, c'est du faux. La féminité, c'est que du semblant. Les femmes savent porter plusieurs types de masques. C'est très important ce que vous dites là, parce que dans le langage courant, on peut dire elles savent mettre en valeur leurs atouts sexuels, leurs atouts féminins. Oui. Vous vous dites ces atouts-là, c'est justement un masque.
C'est pour masquer une absence, c'est pour masquer ce qui n'existe pas. Voilà, c'est pour masquer la femme qui n'existe pas. Pour mettre un point final à la discussion, les lacaniens appellent les mathématiques à la rescousse. Les maths, c'est leur dada. C'est ce qu'on appelle le tableau de la sexuation. Pour tout X, phi de X, ça se dit comme ça. Il y a l'homme, c'est-à-dire tout homme est porteur du phallus et au fond est mâle. Et du côté femme, vous avez des formules logiques qui sont une négation des précédentes. Il n'existe pas de X tel que non phi de X, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. C'est pas ce qui revient à dire, en effet, la femme n'existe pas. Ce graphe signifie qu'il n'y a pas d'équivalent chez la femme au phallus, un organe qui permettrait à chaque femme de s'identifier à un être femme, féminin. On peut dire ça, en effet. Avant d'être cédée au musée d'Orsay, la célèbre toile de Gustave Courbet, L'origine du monde, fut la propriété du psychanalyste Jacques Lacan. Chez Lacan, le tableau sulfureux était masqué par une autre toile du même peintre représentant un paysage. Cachez ce sexe que je ne saurais voir. Ce masque n'est-il pas le symbole le plus criant du déni des psychanalystes à l'égard du sexe féminin? On ne te voit plus. Tu pourrais appeler de temps en temps quand même, tu crois pas? Bah, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. C'est ton nouveau boulot, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Rien, tout va bien, je te dis. Tu fréquentes quelqu'un en ce moment? Ouh, Julie, reste avec nous. Je t'ai fait un cake au citron. J'ai pas faim. Raconte un peu ton nouveau boulot. Comment ça se passe? Tu nous dis plus rien. Chut, laisse-la. Désolée, j'ai un rendez-vous. Du point de vue féminin, une femme qui n'a pas éveillé son vagin, comment est-ce qu'un homme peut lui transmettre ça? Par la relation sexuelle, il va lui faire découvrir un vagin qui va tout d'un coup s'érotiser et qui va aller vers la jouissance. Parce qu'il va aller jusque-là. Bon, c'est pas un simple coït qui va arriver à ça. Inutile de vous dire. Hein. Comment appréhender l'érotisme féminin lorsqu'on est convaincu qu'il n'y a qu'un seul sexe? Dans la lignée des pionnières de la psychanalyse, Hélène Deutsch théorise que les femmes sont dominées par le masochisme. Pour ressentir du plaisir, la femme doit souffrir. En 1960, Hélène Deutsch affirme que l'accouchement représente pour une femme une orgie de plaisir masochique. Le masochisme, c'est une notion de douleur. Vous parlez d'ailleurs de plaisir-douleur. Oui. Ben, le masochisme, c'est justement parce que la femme est en position de soumission par rapport à l'organe viril, vous voyez. Il faut qu'elle soit pénétrée. Et il y a là quand même le fait qu'on est en dessous. Ça, c'est notre faute à nous. Ma génération de 68 ardes, qui a élevé cette génération de filles dans une seule chose, soyez meilleures que vos frères. Allez les filles, c'est à vous. Et alors on leur a appris aussi la séduction. On leur a appris à être belles, élégantes, dans une fête, savoir mettre des beaux talons, le décolleté magnifique, pas de problème. Jouer du phallus de la beauté aussi, et tout d'un coup, grand vide. Elles font peur. Elles font très peur. Pour être heureuse, il faut se soumettre? Je trouve que votre mot de soumettre est bon. Dans le jeu sexuel, et en particulier dans la sexualité féminine complète, c'est un jeu de qui perd gagne. On doit jouer à se soumettre. Peut-être. Et oui, j'ai un peu. Mon mari. Mon mari. Et mon mari. Mon mari. Mon mari. Mais mon mari. Mon mari. Et mon mari. Mon mari. Mais mon mari. Et mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Et mon mari. 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 Plus la femme sera soumise, plus l'homme sera fort, plus l'homme sera viril. C'est très important que la femme est un homme qui vienne à la conquête, qui la libère, qui en même temps
arrive à vaincre ses propres résistances. Je veux dire, la conquête d'une femme, c'est d'arracher ses résistances. La psychanalyse a été probablement le discours qui a donné sa place au discours féminin dans toute sa dimension. Comment quelque chose qui n'existe pas pourrait-il être dangereux? Lacan va théoriser le rejet du féminin par tous les moyens, au prix de toutes les contradictions, passant du moins que rien, au néant, à la démonisation du sexe féminin, jugé responsable de la survenue des psychoses. Les femmes existent, mais pas la femme, sauf dans la psychose. La femme existe dans la psychose? On peut trouver la femme dans la psychose, oui. Fantasme de la nymphomane aussi, dans le fond d'une jouissance féminine qui serait 10 fois supérieure à celle des hommes, qui noierait le plaisir des hommes dans un océan de stupre, etc. Ou quelque chose qui est d'une puissance féminine complètement débordante et menaçante. Fantasme, bien sûr, mais en même temps aussi perception d'une certaine manière d'un désir, effectivement, qui est de, pas seulement de recevoir le pénis et de se laisser pénétrer par lui, mais éventuellement de l'arracher, de le capter, de le supprimer, enfin bref, de couper, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où la vraie femme existe? C'est surtout dans les excès, puisque la vraie femme, comme Lacan en parle, c'est Médée qui détruit qui tue ses enfants. Donc le fait de tuer ses enfants sont des témoignages de quelque chose d'authentiquement féminin. C'est-à-dire que la trahison déclenche la rupture avec le lien phallique, précisément, à l'ordre phallique, et produit un déchaînement. Et pour les femmes, c'est du côté du sans limite. Elles passent hors la loi. Hors la loi phallique? Hors la loi phallique. Donc en cela, elles sont automatiquement femmes, dans ces gestes-là. Elles sont hors la loi, et ce déchaînement, évidemment, conduit au pire. Et donc la vraie femme, c'est pas recommandable. Je me sentais pas jalouse sur le moment. Je l'ai pas ressenti comme ça. Ça a duré quelques secondes. J'étais vraiment choquée. Pourquoi j'ai aucun souvenir de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce qui parle, Julie? Est-ce bien vous, la petite fille qui cherchait à faire plaisir à tout le monde? J'ai trouvé ça profondément injuste. J'étais leur préférée. Je n'avais pas le droit de les décevoir. Je me suis sentie abandonnée. Que faisait votre mère pendant que votre père vous donnait le bain? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai croisé mon ex. Il était au bras d'une fille, il ne m'a pas reconnue. Julie, c'est Laure. On fait l'anniversaire de Ben vendredi soir chez moi. Allez, sors de ton trou, quoi. On veut te voir. Bisous. Vraiment, je ne sais pas si... ce que je ressens... J'ai de plus en plus de mal à supporter les gens qui ne comprennent pas ma démarche. Comment parler avec quelqu'un qui ne se connaît pas? Moi, je fais un travail sur moi. C'est beau pour aujourd'hui. Vous avez un petit quelque chose pour moi? Désolée, j'ai pas de monnaie. Au revoir, à jeudi. J'ai lu beaucoup de livres de psychanalyse au cours des dernières années. Les problématiques liées à la sexualité féminine sont des problématiques qui sont motrices. Décisives. Voilà, vous avez des patients, je ne sais pas quel est le ratio, le sexe ratio, mais enfin, moins la moitié sont des hommes. Ils ont quasiment tous des problèmes sexuels. Les personnes qui viennent vous voir, je veux dire, c'est important, je veux dire, la sexualité masculine. Il y a eu un seul essai, à ma connaissance, sur la sexualité masculine qui a été écrit par un psychanalyste il y a plus de 25 ans, en France, je veux dire. Alors qu'il y a d'innombrables essais sur la sexualité féminine.
Peut-être à cause du fait que Freud a beaucoup parlé de la sexualité masculine, hein, et qu'il y a eu donc une oscillation nécessaire, hein, pour prendre en compte le féminin, prendre en compte, et pas seulement en compte, prendre en compte le féminin. Pourquoi c'est pas intéressant la sexualité masculine? Ah si, c'est très intéressant. On pourrait en dire beaucoup de choses. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écrits. Alors je ne sais pas, est-ce que l'écriture est plus du côté des hommes et qu'il est difficile de parler de soi? Je ne sais pas du tout. Et comme disait Mallarmé, trop tôt l'aile du désir retombe. Quand Baudelaire dit par exemple « seule la brute bande bien », hein, il dit exactement ça. C'est-à-dire que le fait d'être un artiste ou un intellectuel, du côté du désir charnel et brutal, il se paye, et se paye d'un prix très, très cher. C'est-à-dire le raffinement intellectuel ou artistique ne conduit pas à un développement animal du désir. Le monde des psychanalystes est régi par le primat du phallus. Pourtant, un garçon est censé devenir un homme non pas parce qu'il en est un et qu'il possède un pénis, mais à la suite d'un processus alambiqué dominé par la terreur de voir son pénis mutilé. C'est le complexe de castration. Dans la théorie sexuelle des psychanalystes, il y a du phallus partout, mais de la virilité nulle part. Devenir un homme serait un processus entièrement négatif. Le nom du père va être ce qui permet à l'enfant de renoncer à posséder la mère et accepter la loi du père. Ce désir n'est pas tout-puissant. Et c'est ce qu'on appelle la castration. La castration, évidemment, est une menace qui est fantasmée, qui est imaginée par l'enfant. Une menace de vengeance du père. Exactement. Si je veux attaquer le père va utiliser des représailles. Et qu'est-ce que serait la représaille ultime? Ce serait de me priver de ce sexe auquel je tiens tant quand je suis un petit garçon. Pourquoi est-ce qu'un fils ne peut pas être simplement fier d'être un homme et s'identifier aux hommes? Pour Freud, l'harmonie, ça n'existe pas. Il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Ce qui fait aussi que toute perspective d'harmonie est condamnée. D'ailleurs, analyse signifie mettre en pièces. La transmission un fils par un père de la virilité est une chose tout à fait essentielle dans la constitution d'une virilité psychique, d'une phallicité, disons, tout à fait essentielle. Bon. Alors c'est évidemment paradoxal, parce que cette transmission de la virilité ne va pas aussi sans féminiser le fils, dans une certaine mesure. Hein. C'est-à-dire Ne serait-ce que parce que se prêter à la scène d'amour avec le père, c'est quand même occuper la position de la femme sur la scène primitive, donc la position doit être pénétrée. Bon. Est-ce qu'il faut que le pénis rentre par derrière pour qu'il puisse sortir par devant? Certains l'ont formulé comme tel. Quelque chose comme ça qui est que, encore faut-il avoir été pénétré par l'amour paternel pour effectivement affirmer. Mais vous voyez toute la difficulté de l'opération, si je puis dire. N'importe quoi, j'ai jamais voulu baiser ma mère. Pourquoi elle me fait ruminer sans arrêt sur les mêmes trucs? J'avance pas. D'abord, j'aime pas le orange. Qu'est-ce que ça veut dire? Une orange? Un feu orange? Les psychanalystes passent leur temps à décortiquer le moindre lapsus, la moindre erreur de langage, censée receler un double sens profond, chargé d'une vérité cachée. Pourtant, aucun d'entre eux n'a remarqué que depuis plus d'un siècle, ils utilisaient un mot pour dire tout autre chose. C'est ballot. La sexualité, c'est un traumatisme au sens où c'est une blessure. La castration, c'est vécu comme une blessure.
Au départ, au niveau du sens, ça signifie émasculation. Yes. Voilà. Pourtant, étymologiquement, castration ne signifie pas émasculation. Ça signifie ablation des testicules ou des ovaires, ablation des gonades. Pourquoi est-ce qu'on emploie le terme de castration pour signifier émasculation, qui signifie autre chose? Alors, vous renvoyez une étymologie qui renvoie à la réalité d'une opération. Oui. Mais ce n'est qu'une image pour parler de la réalité de cette opération symbolique qui consiste à symboliser l'absence. Donc ça n'a plus rien à voir. Mais pourquoi ne pas parler de complexe d'émasculation, puisque c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement? On pourrait. Mais la tradition a retenu ce terme-là. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Peut-être parce qu'à une époque, on parlait des castrats. On ne parlait pas des émasculats. Mais justement, c'est pas du tout le même organe. Oui. Qui est aboli. Certes. Dans les livres de Freud, il n'est jamais question des testicules. Hein, il est question du pénis et du phallus. Et la castration, elle renvoie justement à l'ablation des testicules. Dans la vie courante, lorsqu'un homme parle de ses couilles, c'est extrêmement valorisant aussi. Ça signifie être brave, être viril. C'est avoir la capacité à faire des choses. Et, ça veut dire que c'est un mec. Voilà. Oui, je vois bien ce que vous dites. C'est amusant parce qu'effectivement, on dit celui-là, il a des couilles. Et puis en même temps, quand on dit l'angoisse de castration, elle ne porte pas là-dessus. Elle porte sur ce fameux pénis qui est tellement triomphant quand il est en érection. Dans la théorie analytique, il y a du phallus partout. Des testicules, il n'y en a nulle part. Non, à tort d'ailleurs, parce que ça compte. Ça compte. C'est assez près. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais trop rien. C'est très important pour un homme. Oui, c'est synonyme de bravitude, de courage, de richesse, d'en avoir, de virilité. Oui, tout à fait. Synonyme de virilité. Tout à il n'y en a jamais. Je crois que j'ai dû lire des centaines de livres de psychanalyse. Je n'ai jamais vu une seule fois mentionner le terme couille ou testicule. C'est assez étrange. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Vous posez une question qui est tellement proche de la réalité que j'ai du mal à vous répondre, parce que ce n'est pas du tout notre problème, ça, de savoir si ce sont les couilles ou le pénis. Je suis comme un violon qui sonne faux. La vérité est en moi. Bah voyons, prenez pas de risque. Non, la vérité, c'est que tout ça ne mène à rien. Vous m'avez dit que votre grand-père vous prenait sur ses genoux. Et alors? C'était un type formidable. Qui a dit le contraire? Et vous êtes obsédé. Et pourquoi vous ramenez tout au sexe, sans arrêt? Qui parle de sexe, Thomas? Mais ça vous arrive jamais de répondre à une question sans en poser une autre? Pourquoi vous ne me répondez pas? Enfin, vous lâchez prise. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes mis en colère? Une autre colère, il y a bien longtemps. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous retient de vous souvenir, Thomas? Sans instrument, les femmes ne peuvent pas se pénétrer facilement. Vous voyez? Sans des intermédiaires mécaniques. Bon, c'est tout le problème. Alors que dans la différence des sexes, on est fait pour, comme disait la chanson, les creux pour les bosses, etc. Et donc, vous voyez, c'est évident que d'abord, pour faire un enfant, il faut être de sexes différents. S'il n'y a que du phallus dans l'inconscient, et que le pénis est le seul sexe désirable, on peut se demander pourquoi tous les hommes ne sont pas homosexuels. Au minimum, les psychanalystes devraient être extrêmement tolérants vis-à-vis de l'homosexualité. Apparemment, c'est un raisonnement bien trop logique pour être psychanalytique. L'homosexualité, c'est une maladie? Bon, c'est une souffrance comme d'autres. C'est vrai que les hommes ont ce lien très particulier à leur mère. Dans les homosexualités masculines, où très fréquemment la figure de la mère, précisément, est une figure omniprésente et parfois omnipotente.
Rappelez-vous, une mère n'aurait rien de féminin à transmettre à sa fille. En revanche, elle est censée avoir la capacité à féminiser son fils, simplement en l'aimant trop. Est-ce que vous pensez, comme certains psychanalystes, qu'une mère peut rendre son fils homosexuel en étant trop proche de son enfant? Je l'ai vu dans des psychanalystes d'homosexuels adultes. Ça m'est arrivé de le voir. Alors ça peut donner ou de la folie, ou de l'homosexualité, ou du passage à l'acte. Il y a des gens qui sont convaincus que automatiquement les couples homosexuels, ça va créer de la psychose. Si c'est pas tout de suite, c'est à plusieurs générations. Qu'est-ce que vous en pensez de ces débats qui agitent beaucoup le mouvement analytique autour de l'homosexualité? Je pense que de ça, l'homoparentalité. bien sûr que ça agite. Je pense aussi qu'il y a plusieurs types d'homosexualité et que c'est lié aussi à des dynamiques familiales, à des identifications à certains moments pour l'un ou l'autre des parents, ou des identifications impossibles à l'un, donc il y a une identification à l'autre, de la place de la sexualité dans cette famille-là, etc. L'immense majorité des psychanalystes francophones considèrent l'homosexualité comme une psychose. André Green fut le mentor d'une association de psychanalyse freudienne pendant plusieurs décennies. Il est l'auteur du concept de psychose blanche ou non déclenchée, selon lequel un homosexuel épanoui est un psychotique qui s'ignore. Bien portant en apparence, mais susceptible à tout moment de sombrer dans la démence. Sous le règne d'André Green, aucun candidat au titre de psychanalyste n'avait de chance d'être adoubé par ses pairs, si son analyste révélait qu'il ou elle avait des penchants homosexuels. Est-ce qu'il y a des psychanalystes homosexuels? Il paraît. Oui. Vous en connaissez personnellement? Non, mais j'ai entendu dire. Oui. Dans vos sociétés de psychanalyse, ça pose pas de problème qu'il y ait des analystes homosexuels? Je ne le connais pas. Non, il n'y en a pas les gens que je fréquente, il n'y en a pas. Un certain nombre de psychanalystes, presque toujours lacaniens, se sont eux-mêmes érigés en figure morale et en figure de prêtre, dans le fond. Pour moi, c'est des discours, au fond, très réactionnaires, pas psychanalytiques. Est-ce qu'il y a des psychanalystes homosexuels à l'APF? Ah, c'est difficile. Je ne peux pas répondre précisément. Je veux bien dire psychanalyste homosexuel. Par rapport très précisément à la question de l'APF, je ne souhaite pas, enfin, je veux pas. On pourrait imaginer qu'un psychanalyste homosexuel puisse se servir de son expérience et de son vécu et de son regard pour reformuler la théorie sexuelle, d'une manière moins hétérocentrée. Sans doute, rien n'empêche, si vous voulez, que ce soit une plus grande difficulté encore pour lui, en même temps, parce que, précisément, à ce moment-là, qu'est-ce qui va pouvoir permettre de distinguer ce qu'il formule comme une théorie, donc comme une généralité, de la singularité qui est la sienne. J'en ai marre. J'en peux plus. Je sais pas ce que je serais devenue sans mon psychanalyste. Bonjour Julie. Je vous ai attendu. J'ai été malade. Cette séance est la vôtre. Elle est donc due que vous soyez là ou pas. C'est le sexuel infantile qui est le plus marquant. Ce qui s'est passé dans notre petite enfance, on s'est arrangé pour l'oublier. C'est pas qu'on s'est arrangé, c'est qu'il y a un refoulement nécessaire. Si bien que quelquefois on n'a pas de souvenir d'enfance, quelquefois même tardivement. Et c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir se refaire dans l'analyse. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quelquefois, ce ne sont même pas des souvenirs qu'il faut retrouver. C'est quelquefois une absence totale. Quelque chose qui ne s'est pas passé. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut créer dans l'analyse des choses qui ne se sont pas passées. Parce qu'il y a toute une construction qui se fait entre l'analyste et le patient. Le patient, on arrive à reconstruire quelque chose qui, traumatiquement, on laissait des trous, vous voyez. Mais quand quelque chose a été traumatique, souvent, il y a un blanc. Il y a quelque chose qui est quelquefois même difficile à récupérer. Les psychanalystes ont l'art de dire le vrai pour prêcher le faux.
Ils utilisent le phénomène bien réel de mémoire traumatique pour aller beaucoup plus loin et affirmer qu'un traumatisme n'existe vraiment que lorsqu'il n'a laissé aucune trace. Si vous n'avez aucune plainte, aucun souvenir d'abus sexuel, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de si horrible que votre mémoire l'a complètement effacé. La vérité psychanalytique se positionne toujours ailleurs, en opposition de principe avec le ressenti de l'analysant. Je pourrais vous donner un exemple. C'est une femme prise d'une terreur foudroyante. C'est pas du tout pourquoi. Elle n'a aucun souvenir d'enfance. Elle a la gorge qui se serre. Et par moments, tout d'un coup, il y a une bouffée de sanglots, de larmes qui arrivent. Bon, je lui dis, mais il y a quelque chose là qui est à l'intérieur de votre corps, qui vous fait mal, qui n'existe pas pour vous, parce que probablement ça s'est passé dans une époque très précoce. Elle ne sait pas ce que c'est. Et puis tout d'un coup, je lui dis, vous n'étiez pas là. Donc il y a quelque chose qui n'existait pas, mais qui vous fait mal, qui existe puisqu'il vous fait mal, mais qui n'existe pas au sens psychique. Cette petite fille n'avait pas les moyens de comprendre ce qui se passait, ni de l'élaborer. Elle n'en avait pas les moyens. Alors tout ça est venu dans son corps et s'exprime par son corps, mais comme quelque chose de totalement ignoré d'elle, qu'elle ne comprend pas, parce que ce viol-là, ça n'a même pas de sens pour elle. Une violence inexplicable, une violence qui n'avait pas de sens. Elle me dit, c'est très intéressant ce que vous m'avez dit, qu'on peut faire exister quelque chose qui n'existait pas. C'est une manière d'élaborer quelque chose qui n'existait pas et qui va exister. Elle comprendra sûrement jamais, mais au moins ça peut permettre en elle de laisser venir des images, vous voyez. Et la gorge, quand elle se met à exploser, elle explose en larmes, en sanglots, c'est parce que la gorge est nouée là. Bon, moi j'ai plein d'images qui me viennent, mais je ne peux pas les lui donner toujours. J'essaye d'aller doucement avec elle, vous voyez, pour essayer de trouver le chemin. L'important, c'est de trouver le chemin sans brutaliser et en même temps sans avoir peur. Ça n'empêche pas de pouvoir parler du viol, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle peut encore s'attribuer, vous voyez, psychiquement. Voilà un exemple, par exemple, de comment faire exister quelque chose qui n'existait pas. On peut découvrir des choses qui n'ont jamais existé. On peut faire exister des choses qui n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais compris qui j'étais. Elle avait droit au sourire. Moi, j'avais rien. Je me mettais en 4 pour eux. C'était jamais assez bien. Au fond, ils auraient préféré que je sois pas née. Maintenant, c'est terminé. Plus personne m'emmerde. Je n'ai aucun souvenir avant l'âge de 4 ans. Rien. Il a dû se passer quelque chose de terrible. Toute petite, je croyais que... La ferme! Non, non, arrêtez. Ah, laissez-moi. Ah, non. Ah, laissez-moi, secours, arrêtez. Stop. Au secours. Laissez-moi. Non.
La théorie sexuelle est fondée sur le postulat que les enfants seraient motivés par des désirs sexuels envers leurs parents de sexe opposé. Le complexe d'Oedipe est bien connu. Ce qui l'est moins, c'est qu'il repose sur la conviction freudienne que les femmes et les enfants seraient naturellement enclins à pratiquer l'inceste, car ils seraient plus proches du règne animal que les hommes, garants de la loi patriarcale et de l'ordre social civilisateur. Bien des voix divergentes s'exprimaient déjà à son époque. Pourtant, Freud était convaincu que dans la nature, les animaux se reproduisaient spontanément entre mère et fils, du fait de la promiscuité. 100 ans plus tard, les psychanalystes français persistent à s'appuyer sur le comportement supposé des animaux pour en inférer une inclination à l'inceste des femmes et des enfants humains. Lorsqu'on sait que 95% des agresseurs sexuels sont des hommes, cela laisse rêveur. Le fait que nous sommes des êtres parlants déjà détermine une certaine position dans la sexualité où, comme objet et comme sujet, nous ne sommes pas identiques à un couple vache-taureau, par exemple. Cela nous amène à une frontière qui est l'interdit de l'inceste. Par exemple, un taureau ne se pose pas la question de savoir comment s'appelle la vache avec laquelle il va exercer ses talents, ne se pose pas la question non plus de son âge, ni de son nom, ni de son histoire, ni de ses liens avec d'autres. À partir du moment où elle est biologiquement, physiologiquement disponible, il peut avoir avec elle une relation génitale. Bien sûr qu'une femelle peut tout à fait, une femelle de mammifère, ce qui est plus proche de nous, peut tout à fait enfanter avec l'aîné de ses fils quand l'âge est arrivé. Le complexe d'Édipe repose sur un postulat qui est faux. Depuis les années 80, ADN à l'appui, biologistes et éthologues savent qu'à l'état sauvage, les animaux ne pratiquent pas l'inceste. Lorsqu'ils ne sont pas stressés par une réduction drastique de leur territoire, ni manipulés par des interventions humaines, un ensemble de processus biochimiques et comportementaux concourt à l'évitement de l'inceste, non seulement entre mère et fils, mais aussi entre père et fille, depuis les plus grands mammifères jusqu'aux plus petites bestioles. Contrairement à ce qu'affirment les psychanalystes, la nature favorise au maximum le brassage génétique. Jacques Lacan s'est appuyé sur Claude Lévi-Strauss pour donner un vernis scientifique aux théories psychanalytiques. Le célèbre anthropologue était convaincu que le règne animal était voué à l'arbitraire et au chaos. Selon sa théorie de la culture, l'échange des femmes entre hommes comme des marchandises aurait permis aux humains d'échapper à l'inceste censé prévaloir dans le règne animal en fondant les premières cultures humaines. Ce qui marque la culture pour lui, c'est l'interdit d'inceste. Vous êtes d'accord? Tout à fait, bien sûr, sinon je ne pourrais pas être psychanalyste. Pas plus que les psychanalystes, Claude Lévi-Strauss ne s'est intéressé au comportement sexuel et social des animaux. Ce qu'il attribuait aux seuls humains n'est que la traduction anthropologique de comportements observés chez tous les animaux sociaux. Selon le sexe migrateur de l'espèce, à la puberté, les jeunes mâles ou les jeunes femelles se regroupent et partent ensemble trouver dans un autre clan des partenaires sexuels avec lesquels ils n'auront pas de lien de parenté. Les structures élémentaires de la parenté ont valu à Claude Lévi-Strauss la création d'une chaire au Collège de France en 1960. À sa mort, cette chaire a été transmise à Françoise Héritier, pour qui la psychanalyse est un référentiel incontournable. La théorie de la culture est une fraude qui légitime la domination masculine comme un processus humanisant, seul moyen de sortir d'une nature supposée incestueuse et hostile. À l'état de nature, les femelles se reproduisent avec leurs fils? Elles peuvent tout à fait. Moi, j'ai rencontré des éthologues qui m'affirment le Qui disent contraire. que non. Bon, Ils disent que non, mais que ça fait 30 ans qu'ils le savent, qu'ils font des études peut-être. ADN, qu'ils font des tests ADN systématiques dans toutes les populations étudiées. Si nous évitons l'inceste, en tant qu'être humain, c'est aussi parce que nous sommes des animaux et que l'interdit de l'inceste, le dégoût de l'inceste, repose sur des processus biologiques. C'est pas le dégoût, hein, c'est l'interdit. S'il y avait dégoût, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait un interdit. Le complexe d'Édipe est le contraire du dégoût. C'est parce que c'est interdit. Tous les petits garçons disent « et quand je serai grand, je me marierai avec maman ». Le philosophe des sciences Karl Popper a montré que la psychanalyse n'est pas une science parce qu'elle n'est pas réfutable par l'expérience. C'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être prise en défaut. De fait, confronté à la réalité, un psychanalyste rebondit d'une contradiction à l'autre pour retomber constamment sur ses pattes. L'essentiel est d'avoir toujours raison. Pour le commun des mortels, la notion d'inceste provoque un dégoût instantané. Si nous obéissons à cet interdit, au point de manifester notre dégoût au cas où, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons tellement mis en nous cet interdit, justement parce que ce serait très agréable.
On doit réserver le nom de complexe d'Oedipe à ce désir qui occupe tout l'imaginaire, celui d'enfantement d'un couple génito-génital dans l'étreinte d'amour, et le coït avec son propre géniteur hétérosexuel, adulte surestimé, phalliquement solaire aux yeux de la fille éblouie par lui et subjugué dans son émotivité et dans son sexe. La force de l'interdit est en lien direct avec la force du désir qui l'anime. Donc ce désir serait spécifiquement humain? Le désir incestueux, ah oui, le désir est spécifiquement humain. Pour un psychanalyste, le complexe d'Oedipe est censé faire de nous des individus banalement névrosés, tandis que son absence nous soumettrait au désordre majeur de la psychose. Sous l'influence de Françoise Dolto, la psychanalyse des enfants s'est longtemps bornée au fait de poser l'Oedipe, autrement dit à suggérer aux enfants en thérapie qu'ils éprouvaient un désir sexuel inconscient pour leurs parents. Hors caméra, plusieurs psychanalystes d'enfants m'ont avoué qu'elles n'appliquaient plus du tout ces méthodes préconisées par Françoise Dolto, car, je cite, « cela avait créé des catastrophes ». Sur quoi il se fonde, le désir d'inceste? Sur quelque chose de beaucoup plus archaïque, de beaucoup plus ancien dans la vie d'un enfant que le moment où il va désirer sa mère ou son père. Dès la première tétée, dès les premiers soins, il y a un désir qui naît, que le plaisir qu'on lui procure se répète. Comme en général, c'est la mère ou le père, ou tout au moins les personnes qui occupent cette place-là, qui prodiguent ces plaisirs, eh bien, le désir, ça va être qu'il recommence. C'est ça, je dirais, ce qui reste, à mon avis, absolument indépassable du côté du désir d'inceste. La crise oedipienne témoigne de ce moment où l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, veut se débarrasser du rival qui lui prend son objet d'amour et qui l'empêche de constituer avec cet objet d'amour une dyade, une fusion. Mais en quoi cette fusion est-elle sexuelle? Elle est sexuelle parce qu'elle implique le corps, et parce qu'elle implique le désir de la mère pour l'enfant et les réponses de l'enfant au désir de la mère. Donc le désir de l'enfant pour la mère. Donc à partir du moment où nous sommes du côté du désir, nous sommes du côté du sexuel. Les parents s'occupent de cette histoire sexuelle. Ils s'en occupent évidemment à leur façon, c'est-à-dire qu'il faut bien nettoyer le bébé. Et en nettoyant le bébé, on a accès aux parties génitales. Il faut bien frotter à cet endroit-là. Et selon la façon dont c'est fait, d'une manière ou d'une autre, ça laisse plus ou moins de traces. Après avoir nié farouchement la possibilité pour une femme d'éprouver des désirs sexuels authentiquement féminins, les psychanalystes inversent les rôles et prêtent au tout petit, voire au bébé, des pulsions sexuelles. Vous parlez sexualité avec les enfants? Comment ça se passe? Alors, moi, je ne parle de sexualité avec personne, sachons-le. Mais j'entends quand les patients m'en parlent. Et oui, les petits ont beaucoup moins de barrières que les grands. Il y a une jubilation, enfin, tout le monde la connaît. Répéter zizi, caca, prout. Cette jubilation-là qui est exposée partout, lorsqu'elle est dans le cadre de la cure et qu'elle est entendue dans un autre champ, va aussi s'articuler autrement et prendre un autre sens. Ça suppose que l'enfant est capable de formuler des désirs sexuels génitaux au même titre qu'un adulte? Deux choses. D'une part, qu'il soit capable de formuler des désirs sexuels génitaux sans savoir exactement ce que c'est, assurément. Le désir sexuel au sens le plus large est présent dès la naissance. Regarder un nourrisson repu après son biberon, c'est quand même quelqu'un qui est repu de jouissance. Freud l'a dit que l'enfant, c'est un pervers polymorphe. Ça veut dire qu'il a en lui la capacité d'être aussi bien voyeur qu'exhibitionniste, sadique que masochiste. Ce sont les mêmes concepts qui sont actifs tout le temps. Quand on est vers moi ou oui, qu'on soit adulte. Oui. L'enfant a un tas de modes de jouissance. Il jouit de mettre son doigt en bouche, il jouit de son corps, il jouit de la langue, son babillement, une jouissance orale, il jouit de tout son corps. Et la société, le fait social, la loi va faire en sorte que tout ça, toutes ces pulsions que tous les enfants ont, vont
devoir être foulé. La pratique de la psychanalyse avec les enfants fait voir comment, en effet, le petit mâle a, avec sa petite queue qui remue, des rapports d'étrangeté qui se manifestent dès les premières érections ou les premiers troubles avant les érections, n'est-ce pas, 4 ans, 3 ans, vous avez des troubles dans la zone des stimulations qui donnent des sensations étranges aux garçons. Vous pensez qu'il se projette dans un désir réel de s'unir sexuellement? Il le montre dans ses jeux, il le montre dans ses pratiques, il l'illustre avec son ours, avec ses personnages, avec ses objets, avec les voitures qu'il se fait rentrer l'une dans l'autre. Je crois qu'il imagine assez bien qu'il faut rentrer ou qu'il faut faire rentrer à l'intérieur de soi. Est-ce que vous pensez que les enfants ont sincèrement et au premier degré l'intention de séduire leurs parents? Absolument. Absolument. Mais ça va C'est pas plus une loin. représentation, un fantasme, un jeu de représentation. Ah mais là, encore une fois, vous allez me dire, mais est-ce que vous les, est-ce que vous les interrogez? Vous allez me dire, est-ce que vous avez des preuves? Mais bien entendu qu'on a des preuves. La quantité d'enfants qui sont capables de pouvoir éventuellement venir mettre en mots leur pulsion sexuelle. C'est-à-dire le gamin qui dit à sa mère, « Maman, je veux coucher avec toi ». De s'unir sexuellement, ça signifie rien pour des enfants. Ils ont envie de vivre avec ce parent quelque chose d'absolu. Mais c'est pas forcément quelque chose de sexuel, la relation maternelle. Je veux dire, elle peut être charnelle, sensuelle, tout ce qu'on veut. Et sexuelle. Charnelle, pourquoi dire sensuelle. Les enfants sont immatures sexuellement? Pas du tout. Les enfants sont d'une grande maturité sexuelle. Il suffit de voir comment les petits garçons et les petites filles s'intéressent à leurs organes sexuels, se les montrent, comparent, sont très intéressés par cette zone, les montrent aux adultes, et les adultes sont intéressés par ça. On ne peut pas vraiment parler de désir d'inceste. Oh, mais je pense que si c'était pas interdit, il y a beaucoup de jeunes filles qui trouveraient que l'homme le plus beau et le plus génial dans la vie, c'est leur papa, quand même. C'est aussi guidé par un réel désir du corps de l'autre. Un réel désir et une réelle excitation sexuelle, qu'on voit très bien chez les tout-petits. Il y a un vrai désir d'inceste chez les enfants. Oui, sauf... Oui. Il y a une vraie pulsion, une vraie attirance, il y a un vrai désir, quelque chose d'extrêmement vif. Mais je crois que les désirs de l'enfant, la violence des désirs de l'enfant n'a rien à envier à celle de l'adulte. L'enfant est un être sexuel, et je crois qu'on l'ignore. On l'ignore fortement, et je crois que c'est le grand défaut peut-être de la société actuellement, c'est qu'on ne veut pas reconnaître à l'enfant cette sexualité. Ce besoin, enfin c'est même pas un besoin, c'est ces pulsions qu'il a. Dans ce schéma, la réalité du crime d'inceste est complètement inaudible. J'ai cherché à savoir quelles étaient les conséquences de ces théories psychanalytiques sur les personnes victimes d'abus sexuels. J'ai, à l'âge de 2 ou 3 ans, été sous l'emprise de mon oncle qui m'a violée pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 11 ans. Il écrivait des lettres dans le dos au départ, et je devais deviner quelle lettre c'était. Et puis c'est descendu plus bas. Et puis il me disait, tu vois, t'as pas mal, et ce que tu ressens, c'est bien. Et puis ensuite, j'ai passé des nuits complète chez ma marraine. C'était venu tellement naturellement depuis toute petite que jusqu'à ce que, ce soir de Noël, je lui dise non et que ça le fasse rire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais crier. Je me revois là dans cette pièce, 16 ans, ma CPE à côté de moi, c'est la salle d'attente. Une dame froide, grande, fine, brune, cheveux bouclés, qui ne m'inspire pas. Elle me demande d'entrer, j'ai pas le droit d'être accompagnée. Elle me demande de m'asseoir, pourquoi je suis là. J'ai subi des violences sexuelles depuis petite. Elle n'a pas l'air de me croire. Comme si c'était impossible. Elle fait la moue, elle me demande ce que j'appelle des violences sexuelles.
C'est pas des caresses un peu trop poussées. Puis vous l'aimiez, votre oncle. Puis vous avez peut-être mal interprété des choses et peut-être pas exagéré. Cette dame, elle est psychanalyste. Donc, elle est censée être crédible. Moi, je suis pleine de questions. Je suis désemparée et là, je suis surtout mortifiée, en fait. Donc, je sors de là et je suis paumée. Et je ne consulte plus pendant des années et surtout, je me tais. Son attitude a conforté mon mal-être, en fait. J'ai parlé, j'ai pas été entendue alors qu'elle était là pour ça et que je l'avais jamais fait ailleurs. Et j'ai surtout plus trouvé le courage pendant des années d'en parler vraiment. Et oui, j'ai eu des pensées suicidaires et mon comportement, en tout cas, allait avec. Je suis rentrée je ne sais combien de soirs avec des hommes que je ne connaissais pas. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. J'ai fait des crises d'angoisse terribles, à vomir pendant 3 jours sans comprendre pourquoi, avant un repas de famille. À côté de ça, j'étais en dépression, je ne voyais plus personne, je me suis isolée complètement. J'étais dans l'incapacité physique de sortir. À chaque inspiration, c'est une nausée profonde. Et jusqu'au vomissement, et quand le vomissement commençait, je n'arrivais plus à m'arrêter. Jusqu'à être en hypocalémie à l'hôpital, à la limite de l'arrêt cardiaque. Ça fait à peine 1 an que je ressors de chez moi, quoi. C'est un danger, ces gens-là. Enfin, je peux le dire maintenant avec le recul, parce que j'ai enfin rencontré les bonnes personnes. Mais pour les rencontrer, il a fallu que je me mette vraiment en danger de mort. Je vais être en retard. Je m'en fous. Pourquoi j'ai acheté ces horreurs? Je dois reprendre le cours de ma vie. Cours de ma vie. Le cours de ma vie. Non, Julie, vous êtes trop fragile pour continuer sur le divan. À partir de maintenant, nous serons en face à face. Pour poursuivre la cure, il faut prendre ça. C'est pour votre bien. Cette nuit, j'ai rêvé de ma sœur. Ça fait 5 ans que je l'ai pas vue. Depuis que je viens vous voir, en fait. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous n'oubliez pas un petit quelque chose, Julie? Comment condamner les abus sexuels commis par les pères lorsque la théorie psychanalytique prête au désir d'inceste la seule possibilité pour une fillette de devenir une femme? La petite fille et l'envie du pénis, il y a une notion que le féminin ne se transmet pas directement de femme à femme, voilà. Que pour devenir une femme, pour accomplir son destin féminin, supposé, donc hétérosexuel, se tourne vers son père. Qui valorise son sexe. Voilà, et que c'est à travers le désir d'inceste avec le père que la petite fille va pouvoir devenir une femme. C'est-à-dire transformer le fait de vouloir être un homme en acceptant d'être une femme désirée, désirable, et en investissant du coup sa réalité féminine. Quand elle reconnaît son sexe, quand elle lui accorde de la valeur, et une valeur d'autant plus précieuse qu'elle a le sentiment que son père n'est pas sans intérêt pour elle. Il est très important pour une petite fille d'être désirée par son père. C'est comme ça qu'elle va construire son identité féminine. Dans le fond, pour une fille, c'est quoi le plus dur? Voir dans les yeux de son père le désir dont elle est l'objet, ou dans les yeux de ce père ne rien lire du tout qui la concerne? Bon. Dans un cas, un désir un peu difficile à affronter, dans l'autre, une indifférence beaucoup plus compliquée à traiter, à transformer, sans doute beaucoup plus blessante.
Comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui soient victimes d'inceste? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas satisfaits de leur sort? Si l'Oedipe est réellement un fantasme prendre au premier degré, comment se fait-il que les enfants soient des victimes de ce qui s'est passé? Voilà. Eh bien, tout simplement parce que entre le désir et la réalité, il y a une différence considérable. C'est-à-dire que le désir, le désir en question se produit dans une forme de fantasme, tandis que dans la réalité, il va y avoir buté d'une réalité pour laquelle le corps n'est pas fait ni prêt. Et il va y avoir quelque chose qui va bousculer ce qu'il en est de la possibilité de ce corps de s'accomplir. L'interdit de l'inceste, c'est pas l'interdit pour le père d'avoir des relations désirantes avec sa fille ou avec son fils. Ça, c'est largement répandu dans le monde, mais si vous veillez un peu aux mots dans lesquels les choses sont dites, l'interdit de l'inceste est un interdit qui s'adresse à l'enfant. Hein, c'est à l'enfant qu'il est dit « tu ne convoiteras pas ta mère ». Tu ne feras pas tu renonceras à ta mère comme objet de désir et tu ne tueras pas ton père. Ça marche dans ce sens-là. C'est pas le problème, si vous voulez, ce que les parents... L'inceste paternel, ça fait pas tellement de dégâts. Ça rend des filles un peu débiles, mais l'inceste maternel, ça fait de la psychose. C'est-à-dire, c'est la folie. Mais la fille avec le père, elle n'est pas issue du père, hein. Elle n'a pas été dans le ventre du père. Donc il y a quelque chose, vous voyez, c'est un inceste secondaire, hein, je dirais ça. Alors que l'inceste primaire, le véritable, c'est la mère. C'est pénétrer la mère. Et les garçons qui pénètrent leur mère, ils sont psychotiques. Alors que la fille, non. Les filles peuvent... On a beaucoup d'expériences de filles avec un inceste paternel, se débrouillent pas trop mal. Bon, ça ne veut pas dire que ça va très très bien. Il y en a qui sont très très mal. Il y en a qui sont moins mal. Puis il y en a qui se débrouillent bon, autrement. Ce que je disais, un petit peu débile. Mais c'est très différent. L'immense majorité des enfants abusés vont bien à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. J'ai été abusée, agressée, maltraitée par mon géniteur depuis bébé jusqu'à la fin de l'adolescence. Mon père était généraliste, il faisait aussi psy et gynéco. Et plusieurs fois, il m'a imposé par surprise des examens gynécologiques. Il me faisait à la fois une séance de psy, de l'éducation sexuelle, tout en me pénétrant en fait. J'étais malade physiquement, j'ai toujours eu des problèmes gastro, gynéco, de mémoire, dépression, ces pensées suicidaires très 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 fortes, des conduites à risque. Tout ce qui criait en moi, qui avait un problème depuis toute petite, lui, il y mettait tous les termes de la psychanalyse. C'était son dada, il n'a pas reçu de formation pour, mais en tout cas, il avait tout le lexique. Par exemple, la fois où je lui ai dit « Écoute, je veux plus te voir, parce qu'en fait, t'as abusé de moi ». Il m'a dit « Je pense que tu es sadique, avec un complexe érotomane sur moi, et qu'il faudrait que tu apprennes à porter ta peau d'âne avec plus de dignité ». Je suis arrivée à la psychanalyse à un moment de gros craquage. J'avais fait déjà 2 très grosses dépressions et je sentais que je replongeais complètement. Et je lui dis, je me suis fait violer par mon père, je ne pense qu'à ça, il y a des souvenirs atroces qui remontent. Elle me reçoit vraiment le visage fermé et tout de suite elle me dit ce que vous m'avez dit au téléphone, ce sont des choses qui ne se disent pas au téléphone. On commence le travail ensemble, donc déjà je faisais très attention à mes mots. Un jour, je lui dis, non mais quand même, j'ai été violée par mon père toute mon enfance. Et elle me dit, non, vous pouvez pas dire ça comme ça. Ce que vous pourriez dire, c'est que vous estimez que d'une certaine manière, vous avez entretenu une relation d'ordre incestuel avec votre père. Et comme ça, vous ne vous placez pas en tant que victime. Alors je sais, victime, c'est très à la mode. Il faut faire attention à tout ce qu'on entend en ce moment sur les agressions sexuelles. Comme ça, on en fait tout un pataquès.
On ne sait pas, en fait. Toutes les petites filles rêvent de faire l'amour avec leur papa. Par rapport à ce que j'ai vécu, quand je désirais vraiment en parler frontalement, pour elle, il n'était pas là le problème. J'avais l'impression d'être jugée. Des fois aussi, elle riait. Elle était secouée de rire ou de fou rire. Ouais, ok, on arrête là aujourd'hui. Mais je pouvais être en train de raconter vraiment un cauchemar pédophile très agressif. Et tout à coup, elle commençait à rire. Elle me disait, ok, on arrête la séance. Si j'allais en analyse, c'était vraiment pour pouvoir tout dire sans filtre. Le mot victime, faut pas l'utiliser. Le mot inceste, c'est compliqué. Le mot viol, oh oui, oh là là, avec toutes ces féministes qui font un lobbying pas possible. Moi, je m'estimais comme une grande accidentée. Donc j'avais besoin de soins très bienveillants, très doux. Et ça, c'était refusé. Je repartais de la séance en ayant pleuré, fatiguée, pleine de haine, de colère, avec même pas une phrase bienveillante qui puisse m'indiquer un chemin d'apaisement à prendre. Je pouvais sortir de séance plus mal que j'y étais entrée. Ça demande à la fois de basculer dans le monde des idées et à la fois de débrancher son cerveau. Ça vous réclame aussi beaucoup de soumission. La vérité psychanalytique se positionne toujours ailleurs, en opposition au réel. Si vous n'avez aucun souvenir traumatique, votre psychanalyste peut vous convaincre qu'il s'est passé quelque chose de si terrible que votre mémoire l'a complètement effacé. En revanche, si vous arrivez sur le divan avec un véritable vécu traumatique, le psychanalyste peut prendre le contre-pied de cette plainte pour insinuer qu'elle est fausse, ou bien que tout ce qui s'est produit est de votre faute. Derrière ces deux attitudes apparemment contradictoires réside en réalité une même posture. Prendre systématiquement le contre-pied du discours du patient, quel qu'il soit. L'inceste paternel, ça fait pas tellement de dégâts. Ça rend des filles un peu débiles. Cette petite fille n'avait pas les moyens de dire que tout ça est venu dans son corps, mais comme quelque chose de totalement ignoré d'elle. Vous voyez, c'est un inceste secondaire. On a beaucoup d'expériences de filles avec un inceste paternel, se débrouillent pas trop mal. Ça n'empêche pas de pouvoir parler du viol, mais c'est pas quelque chose qu'elle peut encore s'attribuer, vous voyez, psychiquement. Comme je disais, un petit peu débile, 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 débile. La vie n'a aucun sens. Aucun sens. Oh. C'est drôle. Je vole. Non! Non, stop! Attendez! La fille au pull orange? Mais si, viens! C'est marrant! Non, 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 non! Attends! Viens vers moi! Je ne peux pas bouger! Attention! Pour achever d'inverser les rôles et mettre les enfants à la place sexuelle des adultes, il restait à lutter contre un obstacle majeur. L'appétence réciproque est somme toute assez répandue des hommes pour les femmes. Il n'y a pas de norme du désir sexuel pour l'être humain. C'est même un mystère de savoir comment il se fait que l'espèce humaine a pu se perpétuer. Tellement c'est pas naturel. Un homme ne sait jamais, quand il parle à une femme qui veut la séduire, il ne sait jamais s'il est vraiment un homme. Et une femme ne sait jamais si elle est vraiment une femme. Y compris quand ils font l'amour, y compris quand ils se reproduisent, la question reste à les tourmenter.
n'y a pas d'instinct sexuel Non. Chez les humains? C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est psychologique le sexuel. Hein. On n'est pas des bêtes. Hein. On n'a pas des instincts sexuels. Il n'y a pas d'instinct sexuel chez l'humain? Non. Non. Bah, c'est l'expérience. Ça va à C'est contre-courant l'expérience. du sens commun. Ben si, non, c'est au contraire le sens commun qui nous montre que la sexualité marche n'importe comment. Par rapport aux animaux, il existe l'instinct, et au fond, un mâle sait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire, c'est-à-dire à une certaine période de l'année, pour qu'une femelle s'intéresse à lui, ou vice-versa, et ils font des petites danses, ils font ce qu'ils ont à faire avant de s'accoupler. Eh bien, du côté humain, c'est pas si simple que ça. Il faut en effet passer par des invitations au restaurant, au cinéma. Ce que Lacan a avancé, c'est que pour les êtres qui sont les êtres assujettis au langage, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel, veut dire il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse être une proposition de type scientifique. Il est scientifiquement établi que les hommes sont attirés par ça, les femmes sont attirées par ça, et donc on doit pouvoir obtenir le rapport vraiment scientifiquement établi vers lequel tout le monde devrait tendre. Eh bien non, c'est l'envers. Quand Lacan dit il n'y a pas de rapport sexuel, ce qu'il veut dire c'est qu'il n'y a pas de rapport au sens mathématique. C'est-à-dire de quelque chose qui ferait du 1. Dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de rencontre entre les sexes possible? Oui. Ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a pas la femme, il ne peut pas y avoir l'homme. On ne peut pas écrire un homme sur une femme. C'est une révélation, c'est de savoir qu'on ne venait pas au monde avec un corps. Quand j'ai appris ça, c'est fou, hein? Allez, dire à quelqu'un, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de corps? C'est pas fou, ça. Ça vous paraît normal? Non. Le corps des femmes est le sujet de prédilection des artistes depuis l'aube des civilisations. Des femmes qui furent longtemps appelées le sexe ou le beau sexe. Nageant résolument à l'encontre de millénaires de représentations artistiques, cette affiche produite par la revue La Cause du désir expose une vision typiquement lacanienne du corps féminin. Un morceau de viande insipide, objet de dégoût. Il n'y a rien qui, au niveau de l'inconscient, permet de dire qu'un homme doit aimer une femme. Il répond à certains critères qui sont au niveau de son fantasme pour avoir une relation avec l'autre. Ça suppose qu'un homme ne peut pas être attiré par le sexe d'une femme? Non. C'est-à-dire, il n'a pas rapport à une femme, mais il a rapport à l'objet de son fantasme. Il ne rencontre pas une femme. Il ne rencontre que cet objet. Pourquoi est-ce que Lacan a dit que seule la perversion permet le rapport sexuel? C'est un jeu de mots. La perversion, c'est écrit en deux mots. Perversion. C'est-à-dire que c'est une version fantasmatique de la jouissance du père. Lorsque ce fantasme est analysé, on trouve toujours une version du père jouisseur. C'est parce qu'on n'a pas d'instinct sexuel que la perversion permet le rapport sexuel. Voilà. Jacques Lacan est à l'origine du concept psychanalytique de perversion. Dans un monde dépourvu d'instinct sexuel, où les hommes sont confrontés à des partenaires au sexe non désirable, tout rapport sexuel serait du registre de la perversion. Une perversion non seulement inévitable, mais souhaitable, dès lors qu'elle seule permettrait qu'il existe un rapport sexuel. C'est le côté pervers polymorphe de tout mâle, dit Lacan, de tout homme. Pervers polymorphe au sens où il ne va pas nécessairement chercher l'amour d'une femme, mais plutôt, au fond, les traits particuliers qui, sur cette femme, font ses objets à lui. Est-ce que c'est ce que veut dire Lacan lorsqu'il dit que seule la perversion permet le rapport sexuel? Oui, tout à fait, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté perversion de l'homme. Regardez la mère avec un enfant. C'est quand même remarquable. Un homme ferait avec un bébé ce qu'une mère fait, ça serait... Vous avez déjà vu les mères, comment elles embrassent leurs enfants, elles embrassent le sexe des enfants, elles font des papouses partout. Il y a une jouissance de la mère par rapport au corps de l'enfant.
Les pervers font partie des personnes qui sont difficilement analysables. Et je pense qu'un analyste doit prendre énormément de précautions avant d'envisager un travail. Quand je dis un travail, vous entendez bien, je ne dis pas une analyse. Avec quelqu'un qui est pervers, parce que le risque, c'est celui de la disparition de l'objet de satisfaction, de la disparition des conduites qui lui permettent de vivre, et donc le risque, c'est celui d'une décompensation. Toute la difficulté est là. Le concept de perversion trouve son aboutissement dans le credo lacanien ne pas céder sur son désir. In fine, une analyse n'aurait pas pour but de soigner quoi que ce soit, mais de permettre au patient d'identifier son désir. Un désir caché, insu de lui-même, non conforme au bien-être partagé et aux règles du vivre ensemble. Un désir fatalement antisocial, que seule l'écoute du psychanalyste permettrait de débusquer. Qu'est-ce qu'on appelle aider quelqu'un ? Donc le psychanalyste a une conception de l'aide qui n'est pas la conception commune et habituelle. Voilà, il ne veut pas le bien de son patient. Ce qu'il veut, c'est qu'il retrouve le chemin de son désir. Et le désir, c'est pas forcément compatible avec le bien. En général, ça ne l'est pas, quoi. Ça crée des complications. Le désir étant par définition singulier, le désir au sens freudien du mot, il s'agit de se mettre en harmonie avec ça et donc pas se retrouver dans une situation où on est constamment en devoir de céder ou de renoncer à son désir pour la satisfaction du désir des autres. Du coup, quelles sont les limites? Parce que ça implique qu'il n'y ait pas de différence de nature entre une sexualité normale, je ne sais pas si on peut parler de normalité, et des sexualités perverses. Voilà. Comme la pédophilie, par exemple. Voilà, oui. Il n'y a pas de différence de nature? Il y a une différence, il y a un abîme entre la réalisation du fantasme, quel qu'il soit, ou la dimension imaginaire du fantasme, n'est-ce pas? Le désir en lui-même n'est pas de l'ordre de l'anormal, si on veut employer en fonction, dans le discours conscient, des normes sociales. Le désir, il peut être là. Qu'est-ce qu'il veut, au fond, le pédophile? Il recherche un enfant. Mais contrairement à ce qu'on pense, le pédophile n'est jamais un violeur. C'est-à-dire qu'il y a une morale chez le pédophile. Notre société est faite par rapport à, justement, cette jouissance qu'on doit museler, qu'on doit bâillonner pour devenir un bon sujet névrotique, un bon sujet normal. Le pédophile, lui, il veut être un bon père, c'est-à-dire un père non seulement qui aime l'enfant, qui fait preuve d'amour avec l'enfant, mais qui veut aussi que l'enfant puisse jouir. Il veut reconnaître le droit à la jouissance de l'enfant. Un enfant a été saisi par un pédophile. Au fond, il a été traumatisé, donc on est bien d'accord. Mais c'est quoi ce trauma? C'est une irruption d'une jouissance opaque pour lui dans sa vie. Opaque de l'autre, mais aussi d'une opacité pour lui, en lui, de ce qui s'est passé. Et cette opacité, il s'agit en effet de la lever un peu. Il s'agit en effet qu'il puisse en parler, qu'il puisse subjectivement reprendre ça dans son discours pour tisser ça avec son fantasme, avec tout ce qu'il a vécu avant. Réintégrer ce qui s'est passé dans son histoire, avec son fantasme, avec ses symptômes qui précédaient. Et au fond, voilà.
Ça lui est Avec arrivé. son fantasme. Vous parlez de jouissance de l'enfant qui a été victime. C'est la jouissance de l'enfant? Quand je parle de jouissance opaque, c'est en effet une jouissance qui est d'abord celle que l'adulte doit présenter et auquel l'enfant n'a pas compris grand-chose. C'est une jouissance de l'enfant aussi. Quand je parle de jouissance, je veux parler de quelque chose qui surgit dans son corps, comme éprouvé, comme émoi, et qui est trop violent. Que ce soit un trop violent du côté du plaisir ou un trop violent du côté du déplaisir et de l'obscène, n'est-ce pas? Enfin, l'enfant aussi a éprouvé quelque chose quand ça s'est passé. C'est ce éprouvé-là que j'appelle ça jouissance. Son corps a éprouvé, n'est-ce pas? Et il s'agit de ça. Le pédophile, lui, il va tomber amoureux. Dire ça, c'est quelque chose d'épouvantable, de dire mais la pédophilie, c'est aussi, il faut essayer d'entendre. Je sais que ça a quelque chose de choquant, hein, d'entendre qu'un pédophile est quelqu'un qui puisse être amoureux d'un enfant. Justement, on refoule, je crois que la vindicte, c'est par rapport à notre pédophilie que nous avons tous. Tous nos sentiments, toutes nos pulsions, mais nous les avons refoulés. On ne peut pas être un bon éducateur, excusez-moi, sans être quelque part, avoir un amour pour les enfants. On a tous des fantasmes et des rêves, quelque part pervers. C'est la grande force de Sade aussi, c'est que Sade a eu le courage unique dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, et je crois qu'il est indépassable à cet égard. Il a été jusqu'au bout de toutes ces représentations de l'impossible de la sexualité, non pas pour les agir, Sade n'a pas fait grand-chose de mal, hein, mais lui, c'était uniquement dans le fantasme et dans l'écriture. Donc là, on a quelque chose de tout à fait étonnant, parce qu'on voit comment il y a une libération aussi qui peut être accordée par l'expression de ce fantasme et sa transformation en objet d'art. Le marquis de Sade est une figure héroïque pour les psychanalystes français qui le citent souvent en exemple pour revendiquer le caractère démoniaque de la sexualité. Sade est présenté comme le héros de toutes les transgressions, brimé par la morale bien pensante. Comme tout ce qui touche à la réalité, les psychanalystes font totalement l'impasse sur le fait que le marquis de Sade a passé l'essentiel de sa vie en prison, non pas pour avoir écrit ses orgies sexuelles, mais pour avoir séquestré, violé et torturé une dizaine de femmes, dont plusieurs étaient mineures. À l'âge de 12 ans, j'ai été violée par un voisin. En plus du viol, il m'a torturée et il m'a laissé des traces visibles sur mon corps de toute la torture que j'ai vécue. J'avais qu'une envie, c'était de disparaître de cette planète. Une amie m'a un petit peu forcé la main pour que je puisse aller voir un psychiatre, pour qu'il puisse m'aider à rester en vie. J'ai pu lui dire que j'avais été violée, torturée, et qu'il fallait m'aider à pas sombrer. La première chose que je lui ai dit, c'est que quand j'ai été violée, j'ai été enfermée à clé dans cette chambre. Ce psychiatre m'enfermait dans son cabinet à clé. Il a répondu qu'il n'avait rien à voir avec le soin. C'est là que j'ai compris que j'étais sous l'emprise de la psychanalyse. Quand je parlais de mes traumas, il me disait qu'il ne fallait pas que je culpabilise et qu'il ne fallait pas que j'ai honte parce que j'avais assouvri ma curiosité sexuelle. Je lui disais que j'avais encore des traces visibles aujourd'hui au niveau de la partie intime.
Et lui me disait que j'avais pris plaisir à assouvir ma curiosité sexuelle. Quand je lui demandais de ne pas fermer la porte à clé, il me disait qu'il faisait comme il voulait, il était dans son cabinet. Alors je lui disais, vous vous comportez comme mon agresseur. Et il me répond, oui, je sais, avec un petit sourire narquois. Plus j'allais là-bas, plus j'étais mal, plus j'avais envie de rester sur les rails du train. J'ai dû être hospitalisée en psychiatrie. Il m'a reproché de m'être fait hospitaliser sans son consentement, comme s'il avait le droit de décider sur ma vie. Pendant cette hospitalisation, il m'a obligée à l'appeler aux heures des séances où j'étais présente à son cabinet. Sauf que moi, j'avais pas envie de téléphoner. Mais c'était plus fort que moi. J'étais pris sous cette emprise où il y avait le cadre. C'était toujours le même jour, la même heure. Mais j'arrivais pas à me détacher de ça. Quand je suis sortie de mon hospitalisation et que je suis retournée à son cabinet, il m'a présenté la facture des séances, des coups de téléphone, sachant que quelquefois les coups de téléphone, ça durait 10 minutes. Et je payais le prix d'une séance totale, comme si j'étais venue à son cabinet. 180 € par semaine. Dans une séance, il m'a dit que j'étais coupable de ce qui m'était arrivé. Et je lui disais que c'était pas vrai. Et il me disait, bien sûr que si. Qu'est-ce qui a fait dans votre enfance que vous acceptez pas que je puisse penser différent de vous? Il retournait toujours une question par une autre question. C'était sans fin. J'avais le sentiment qu'il continuait la destruction que l'agresseur m'avait fait subir. Et malgré ça, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas y aller. J'étais complètement manipulée. Il y a toujours ces phrases qui reviennent. Vous avez pris plaisir à assouvir votre curiosité sexuelle. Vous ne faites jamais le bon choix. Vous êtes coupable. Vous êtes un monstre. Il s'est servi de mes traumatismes pour me rendre encore plus vulnérable. Mais le pire, c'est que je me rendais compte de tout ça. Et j'étais incapable de dire stop. Comme les femmes victimes de violences conjugales qui se font taper dessus et ils restent. Si j'étais pas tombée sur les bonnes personnes, des bons thérapeutes, je serais morte aujourd'hui. La chose qui apparaît comme évidente, c'est là il y a un truc qui dépasse. Moi aussi. Sexe masculin. Il y a tout à fait. Paradoxal pour une femme,
d'essayer d'aller mieux tout en veillant à admettre que la femme n'existe pas. La femme n'existe pas. Chez la femme, le phallus, l'organe qui permettra à chaque femme de s'identifier à un être femme. Les psychanalystes n'exercent pas seulement à titre privé. Ils enseignent la psychanalyse dans les universités grâce à leur double étiquette de psychologue ou psychiatre. Ils dirigent des services de psychiatrie, exercent dans des établissements médico-sociaux et s'expriment en tant qu'experts auprès des tribunaux. Par l'intermédiaire du divan, ils peuvent avoir une influence directe sur quantité d'avocats, de magistrats, de journalistes, d'artistes, d'intellectuels, d'hommes et de femmes politiques. Résultat, culpabiliser la victime, innocenter le bourreau, défendre l'ordre patriarcal contre le droit, prêter au bébé des intentions sexuelles qui sont condamnées lorsqu'elles s'expriment chez une femme. Affirmer qu'une fillette peut être consentante d'un viol ou d'un inceste, voire coupable de ce qui lui est arrivé. Insinuer par l'intermédiaire du divan que la vérité est toujours ailleurs, à l'opposé du réel. Dès l'origine du mouvement pourtant, des psychanalystes se sont rebellés contre les dictats freudiens pour questionner cette vision maladive de la sexualité. Ces rares dissidents sont morts les uns après les autres sans avoir fait école, incapables de convaincre leurs confrères de remettre en question les dogmes d'une corporation sectaire, repliée sur elle-même dans une démarche de plus en plus hostile au monde réel. Pendant combien de temps encore ? Grandis, petit poisson, goûte à la vraie liberté.